Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de professionnalisation des attaquants avec Benoît Dupont. Bonjour Benoît. Bonjour Johan. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Benoît, nous avons récemment enregistré un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors je suis professeur de criminologie à l'Université de Montréal où je m'intéresse depuis quelques années maintenant aux questions en lien avec l'organisation sociale des cyberdélinquants ou des cybercriminels. Alors on va parler de professionnalisation des attaquants, mais de quels attaquants allons-nous parler ? Et quand on parle de professionnalisation, on parle de quoi ? Alors, les attaquants, moi, comme je suis criminologue, je m'intéresse principalement aux gens qui enfreignent les lois criminelles, donc ce qu'on appelle des cyberdélinquants. Donc, on pourra parler peut-être de façon périphérique des attaquants qui travaillent pour le compte de gouvernements, qui attaquent d'autres installations ou des infrastructures critiques, ou des gens qui sont un petit peu à mi-chemin entre les uns ou les autres. Et quand on parle de professionnalisation, même pour moi, c'est les gens qui arrivent à gagner, à générer des revenus criminels à partir d'attaques cyber. Donc pas les gens qui le font pour la gloire, pas les gens qui le font pour explorer, pas les gens qui le font par curiosité, quel que soit leur niveau d'expertise, mais les gens qui le font pour gagner un revenu et pour générer des profits. Alors, on parle de professionnalisation, mais on a vu l'arrivée des vers Internet, des virus. En 2003, on a Blaster. En 2004, on a de mémoire Sacer avec l'exploitation des bases de données MS SQL. Est-ce que d'ores et déjà, on parle de professionnalisation à ce moment-là, ou est-ce qu'on doit attendre un peu plus tard ? Ok, je pense qu'il faut distinguer professionnalisation et expertise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des technologies ou des développements de logiciels malveillants très poussés par des gens qui n'ont pas forcément l'intention de les monétiser. Et on peut avoir des gens qui sont très professionnels, c'est-à-dire qui génèrent des revenus. Par exemple, ce qu'on a vu avec Carder Planet vers le début des années 2000, où on avait des gens qui étaient très peu sophistiqués techniquement, mais qui étaient capables de commencer à générer des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars de profit. Donc pour moi, l'expertise, c'est la maîtrise des outils technologiques, la capacité à innover, et la professionnalisation, c'est est-ce qu'on peut en générer une activité professionnelle, des revenus indépendants, mais on peut être professionnel avec peu d'expertise et on peut être très expert avec des motivations qui ne sont pas de l'ordre monétaire, par exemple. Et d'après toi, s'il y avait un marqueur à poser, tu le poserais quand ? C'est difficile parce que c'est un monde qui, à cette époque-là, était assez peu étudié de façon systématique avec ces paramètres maintenant qu'on a essayé d'élaborer. Mais moi, je dirais vers le début des années 2000, on commence à passer d'un univers dans lequel la curiosité, la gloire comme motivation principale sont remplacées par vraiment l'appât du gain à très très grande échelle. Moi, je partage moyennement parce que pour avoir fait beaucoup de Juarez à une certaine époque, mais bon, il y a prescription. Déjà à l'époque, déjà c'était très bien organisé, c'était vraiment professionnel. Chacun avait ses rôles et c'était vraiment, alors nous non, mais il y avait beaucoup d'autres groupes, surtout américains. C'était à but lucratif, c'est-à-dire qu'il y avait du piratage de logiciels, de films, de jeux vidéo qui ensuite étaient gravés sur CD ou sur CD PlayStation par exemple pour les consoles, et ensuite qui étaient revendus entre guillemets dans les cours de récréation ou dans les universités, choses comme ça. Et en fait, il y avait toute une chaîne comme ça qui ramenait de l'argent. Ah oui, c'était compliqué, c'était des billets, c'était du liquide, c'était très compliqué, mais ça ramenait quand même de l'argent et tu avais toute une organisation. Il y avait ceux qui pirataient les serveurs pour pouvoir stocker les données, ceux qui faisaient les échanges, ceux qui faisaient les communications, ceux qui craquaient les jeux ou les logiciels. Enfin, c'était hyper organisé, hyper professionnel déjà à l'époque, et c'était les fin 90 quoi, dans les 98, 99 je crois, comme ça. Mais entre 1998, 99 et puis 2001 de Carder Planet, c'est 2-3 ans et les infrastructures et la logique a été probablement transposée aussi. Je pense qu'on n'est pas dans des univers si éloignés que ça en termes de la manière dont ça s'est organisé. Certainement que ce Juarez
a dû inspirer probablement les concepteurs des premiers forums de carding. Sûrement, ouais, bien sûr. Parce que tu as eu le carding, ensuite t'as effectivement tous les sites qui échangeaient, qui faisaient beaucoup de spam, avec le début des botnets où les gens monétisaient leurs botnets pour faire du spam, des relais proxy, plein de choses comme ça. Euh, mais ça ne rapportait pas autant que les attaques d'aujourd'hui. Et est-ce que finalement, on pourrait pas faire débuter cette professionnalisation sur les pratiques de phreaking, à savoir le détournement, le piratage de tout ce qui était ligne téléphonique, et ensuite on a transposé ça dans le monde, comme l'expliquait Vlad, dans le monde du logiciel. Là, tu veux remonter à Mitnick et les années 80? Excuse-moi d'être vieux. Est-ce que c'est pas le Bitcoin qui a fait la différence? Il y a eu un cas très ancien qui est celui du virus appelé AIDS ou Cyborg suivant les éditeurs, qui était un virus de disquette qui se propageait en 1989, et dans le message du bootloader qui bloquait le PC, c'était marqué d'envoyer un chèque de 189 $ dans une boîte postale dans une banque aux Bahamas pour récupérer l'accès à son PC. Donc, il y avait déjà de la monétisation à l'époque, en 1989, malveillante, du ransomware, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé où les crypto-monnaies permettent d'envoyer de l'argent de manière intraçable à l'autre bout du monde. Donc effectivement, ça a démultiplié le business. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller ouvrir un compte en banque ou ce genre de choses compliquées, quoi. Donc si je résume là-dessus, ce qu'on pourrait dire, c'est l'ouverture au grand public de l'accès à Internet, 2, l'apparition des crypto-monnaies pour tout un chacun. Mais je pense même avant l'apparition des crypto-monnaies, il y avait déjà des marchés qui se sont construits. Les paiements se faisaient par PayPal avant, il y avait d'autres moyens, Liberty Reserve, il y a eu d'autres monnaies, d'autres moyens de faire des paiements. Avant la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça a été un peu les stéroïdes qui ont accéléré tout ça et qui ont fait que là où des gens pouvaient gagner quelques dizaines de milliers de dollars, aujourd'hui c'est des millions qu'ils peuvent ramasser en une seule opération. Donc certainement ça a accéléré les crypto-monnaies, mais les marchés criminels, pour moi c'est ça le basculement, par exemple dans ce qu'on discutait tout à l'heure, le phreaking ou après les Juarez, c'était pas vraiment des marchés, c'était très confidentiel, c'était des communautés. Le carding, c'est devenu des marchés. Donc n'importe qui pouvait rentrer sur ces forums et pouvait commencer à participer sans connaître personne, sans avoir été introduit dans cette communauté-là. Juste peut-être pour concilier un peu ce côté plus historique et ce que l'on observe aujourd'hui, est-ce que plutôt que de parler de professionnalisation, on pourrait peut-être pas plutôt parler d'institutionnalisation, je vais y arriver. Est-ce que c'est pas de cet ordre-là peut-être la nuance à apporter? Oui, et puis on pourrait même pousser cette institutionnalisation encore plus loin en parlant d'entrepreneuriat criminel. C'est-à-dire le fait que maintenant il y a des individus ou des groupes qui conçoivent leurs activités criminelles en ligne comme de véritables start-up criminelles ou entreprises et en déployant les mêmes types d'expertises, donc qui sont des expertises techniques mais aussi sociales, organisationnelles, de leadership aussi. Il faut des gestionnaires pour gérer des équipes avec des dizaines de codeurs et autres expertises, et ça c'était peut-être pas encore aussi prévalent il y a 10 ou 20 ans, quoi. C'était plus artisanal, on va dire. C'était des projets avec des gens qui se réunissaient de façon ponctuelle, éphémère, sur des opérations particulières. Maintenant, on essaye de monter des entreprises stables dans le temps quand même. Oui, c'est ça le vrai signe de professionnalisation. C'est pas quand les attaquants commencent à toucher de l'argent, c'est quand ils ont commencé à avoir des syndicats et des tickets resto, quoi. Oui, je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. C'est que aujourd'hui, ils ont complètement pris et intégré l'ISO 20000, à savoir, il y a les gens qui piratent, ensuite il y a les gens qui scannent le réseau, ensuite il y a les gens qui prennent les ressources, ensuite il y a les gens qui chiffrent, et ensuite il y a les gens qui négocient. Et on a des retours d'expérience là-dessus, où ce sont des entreprises, en fait, avec des fournisseurs, des prestataires, des donneurs d'ordre, qui dirigent tout ça, et qui ensuite se répartissent l'argent. Donc là, on est dans des gens qui ont monté un vrai business, de vraies entreprises avec de vraies responsabilités. Donc en fait,
on passe de la professionnalisation à l'industrialisation, en fait. Et là, je rejoins ce que disait Benoît. C'est-à-dire qu'on passe d'une petite minorité, éventuellement, qui gagne de l'argent, à une véritable structure enfin, une structure au sens, une structuration qui va se dupliquer. Et on va avoir des start-up du crime, du délit, on ne rentre pas dans ce débat-là. Et du coup, le phénomène, en fait, va se répandre. Non seulement il gagne, il gagne de l'argent, donc c'est le côté professionnel, mais à côté de ça, ça se multiplie au point de devenir une véritable industrie. Alors justement, tu parlais de crime, et ça serait peut-être le moment de faire un petit point de terminologie. Est-ce qu'il vaut mieux parler de cybercriminels ou de cyberdélinquants? Qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce qui est bien adapté? Alors pour moi, comme je ne suis pas un pénaliste ou un juriste, moi j'utilise plutôt le terme de cyberdélinquant. Qui reflète le terme de cyber offender en anglais, donc des gens qui commettent des actes, des illégalismes ou des illégalités. Après, on peut parler de cybercriminels aussi, mais je pense que c'est un petit peu réducteur, un peu caricatural. Donc, moi, je préfère utiliser le terme de cyberdélinquant. En droit français, on a les délits et les crimes. Le crime, c'est dès qu'on va passer devant la cour d'assises. Et en général, en le caricaturant, mais pas trop, le crime, ça va être le crime de sang quand même, où on va commencer à toucher à l'intégrité de la personne. Tout le reste, ça va être du délit, et en général, on dit délit délinquant. Donc, il est un peu plus approprié en droit français, sans faire le juriste et le grand pénaliste, de dire des cyberdélinquants. Ouais, après, si c'est pas ni pénalisé ni criminalisé dans leur pays d'origine, est-ce que ça reste du cybercrime? Est-ce que ce sont des cyberdélinquants parce que chez nous c'est illégal, ou est-ce que si on s'en prendre à toi, chez toi, quel que soit le point de départ, c'est toi qui es victime, donc tu es dans ton fort, FOR, dans ta zone juridique machin, et c'est ton droit qu'on est censé pouvoir appliquer. Je n'ai pas dit qu'on va l'appliquer, j'ai pas dit que les juges vont s'agiter, ni les forces de l'ordre, mais le principe il est là. Et Nicolas, tu vois des exemples de ce qu'on voit comme de la cyberdélinquance ici qui n'en serait pas dans d'autres pays? Là, on déborde un peu du sujet, mais il y a plein de pays, et je pense à l'Inde en particulier, qui a mis extrêmement longtemps avant de se doter d'une législation. En France, il y a déjà des jurisprudences Bluetooth et autres sur le scan de port, l'accès à des documents quand ils ne sont pas protégés, etc. Mais il y a plein de pays où la législation est absolument minimale, et tu serais totalement incapable de faire condamner quelqu'un pour avoir dumpé une base de données, par exemple. La Corée du Nord ? Je ne sais pas si la Corée du Nord, je ne connais pas leur structure juridique, je ne sais pas si il y a un système. Bon, alors on va peut-être revenir aux attaquants, et qu'est-ce que vous avez pu noter de vraiment quels sont les changements notoires qu'on a pu observer qui font dire que voilà, là on est sur de la professionnalisation? Il y a le fait d'abord qu'ils commencent de plus en plus à se tenir informés de ce que produit la communauté de la sécurité, de la cybersécurité comme solution. Donc, on a appris par exemple avec les fuites de Conti là, qui, au début de l'année, beaucoup sur leur stratégie et la façon dont ils exploitaient. Ils se tenaient au courant des dernières innovations, des produits qui étaient mis sur le marché de cybersécurité. Ils achetaient des licences pour pouvoir les analyser et analyser les produits de façon à pouvoir encrypter leurs logiciels malveillants et à ne pas se faire détecter. Des fois, ils apprenaient aussi à négocier de façon plus, par exemple, si on parle des rançongiciels, à négocier de façon un petit peu plus agressive, donc à s'adjoindre les services de journalistes pour mettre de la pression, les services de négociateurs qu'ils avertissaient à l'avance et en offrant des discounts sur les rançons pour pouvoir parler avec des gens qui étaient plus enclins à travailler avec eux. Donc on voit qu'il y a quand même la mise en place de structures qui sont assez nouvelles et qui leur permettent d'obtenir des revenus qui sont plus de l'ordre de quelques millions de dollars, mais on est plutôt dans des dizaines, voire des centaines. Je pense que les derniers rapports de Chainalysis pour Conti, c'est 180 millions de dollars de revenus pour 2021. Donc on est quand même là, on n'est plus dans la PME là. Et tu peux détailler la répartition du travail entre les différentes équipes?
Oui, alors c'est ce qu'on a vu aussi dans Conti, c'est assez fascinant. D'abord, ils ont un service de ressources humaines, donc ils ont des gens dont le job c'est de recruter sur les plateformes là, de travailleurs autonomes ou de freelancers, des programmeurs. Donc il y a des gens qui programment qui sont spécialisés dans l'infiltration, l'accès au système, des gens qui codent le malware, des gens qui encryptent le malware et qui vérifient toutes les 2 à 3 heures est-ce que c'est détecté par les systèmes de Microsoft et autres. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la négociation et chaque équipe reçoit ses tâches, chaque équipe a son petit vadémécum du bon gestionnaire pour essayer de garder tout le monde motivé. Donc c'est vraiment et il y a d'ailleurs la question s'était posée pour Conti de louer des locaux parce qu'ils étaient un petit peu à l'étroit, ils voulaient que les gens travaillent dans les mêmes lieux physiques, donc de garder tout le monde motivé, de renégocier les commissions dans certains cas, de recruter les bons affiliés, c'est-à-dire les gens qui vont déléguer certaines tâches. Donc on voit qu'ils se posent pour eux les mêmes questions que pour toute organisation qui connaît une certaine croissance, c'est de recruter les bonnes personnes, de les conserver, de s'assurer qu'elles ne passent pas à la concurrence. Avant, on parlait tout à l'heure du carding, on a parlé du spam, de plein de choses comme ça qui rapportaient des études, mais pas tant que ça, comparé à ce qu'aujourd'hui peuvent rapporter des rançons logiciels. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui a vraiment beaucoup joué dans le fait que ça s'est démultiplié, que ça rapporte énormément d'argent? Effectivement, la question notamment le moment où les opérateurs de rançongiciel ont basculé d'exiger une rançon pour rendre l'accès aux données versus la double extorsion qui consiste à exiger une rançon pour ne pas divulguer les données dans un environnement réglementaire où on est très surveillé. Ça aussi, ça a beaucoup changé la donne et c'est arrivé en parallèle avec les crypto-monnaies. Donc ça crée une accélération. Mais il faut aussi élargir et ne pas être uniquement omnubilé par les rançongiciels parce que tout ce qui concerne la fraude au président, qui est un univers parallèle au rançongiciel et qui génère des revenus criminels tout aussi importants que les rançongiciels, mais qui est opéré par des gens provenant d'autres pays, notamment l'Afrique de l'Ouest, Israël, avec du blanchiment d'argent en Chine, prend des canaux différents, mais génère des profits criminels qui sont tout aussi élevés, les brouteurs évidemment pour les victimes individuelles. Donc on a également on a une professionnalisation ou une industrialisation ou une institutionnalisation, mais on a aussi une localisation différentielle. On a des gens en Europe de l'Est qui se focalisent sur certaines techniques d'attaque, en Afrique de l'Ouest sur d'autres techniques, en Asie sur d'autres techniques, en Amérique du Nord on a d'autres spécialités également, et tous ces gens-là parfois collaborent, parfois rentrent en compétition ou parfois s'ignorent magnifiquement, mais continuent à se spécialiser dans certains domaines. Dans les affaires que j'ai pu suivre, ce qui fait que pour moi, on a maintenant affaire à des professionnels, c'est qu'il y a un service après-vente. Donc vous avez un chat qui met moins de temps à répondre que les chatbots, qui est beaucoup plus pertinent, qui est dans un anglais relativement compréhensible, et qui, dès que vous posez une question de négociation ou des choses comme ça, vous disent « Attendez, ne quittez pas, faut que j'aille demander l'autorisation à mon patron ». Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un shift d'un modèle B2C à un modèle B2B sur le ransomware, parce que les gens ne se souviennent plus, mais il y a quelques années, c'était les particuliers qui se faisaient rançonner, c'était les photos de vacances, les ordinateurs perso, et en fait ça rapportait pas grand-chose, parce que les gens demandaient 100, 500 euros, il fallait transférer du Bitcoin ou du Zcash ou du Monero ou du Western Union, et les particuliers ne savaient pas faire. Et quand les attaquants ransomware ont pivoté sur un modèle B2B, là, du coup, c'était beaucoup plus simple parce que les entreprises avaient plus de moyens financiers, plus de facilité à faire des virements de montants importants, enfin, à acheter du Bitcoin, prendre des consultants pour faire ça, etc. Marc-Antoine ? Je comprends tout à fait d'abord la professionnalisation et de l'industrialisation, mais en réalité, on parle de quoi ? On parle de 50 groupes informels, vous les appelez APT, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est quoi ? C'est une très petite quantité de structures qui parfois peuvent se multiplier, ok, mais il y en a quoi ? Il y en a 10 000 ou il y en a 500 000 ? Parce que ça aussi, c'est une perception que nous, on n'a pas toujours derrière. Ben, si on prend juste le cas des rançongiciels qui est le plus intéressant, parce que comme tous les paiements quasiment se font en crypto-monnaie, c'est assez facile de les suivre finalement.
Donc pour la première fois avec la rançongiciel, on est capable de chiffrer, de mesurer. C'est à peu près à l'heure actuelle 150 souches de rançongiciel, mais en fait avec 4 ou 5 groupes qui génèrent 90% des revenus. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'activent pour essayer de grossir, de prendre la place, de devenir la prochaine licorne criminelle. Mais en fait, on en a à peu près 3 ou 4 qui ont le dos assez solide et puis qui ont justement cette expertise managériale pour réellement arriver à survivre, à échapper au démantèlement, aux activités policières ou des entreprises de sécurité. Et donc on voit que c'est très centralisé parce que certains de ces groupes se connaissent, des fois collaborent, des fois partagent des outils aussi. Donc c'est certainement un tout petit noyau qui est capable de générer ce niveau d'expertise-là. Voilà. On a comparé les cyberdélinquants et les habitudes, on va dire, des entreprises, mais quid des délinquants et des cyberdélinquants? Alors, les délinquants et les cyberdélinquants, c'est la grande question criminologique à l'heure actuelle, c'est le degré de recouvrement. Est-ce que d'abord, est-ce que c'est le même type de profil? Probablement pas. C'est pas dans les mêmes lieux de socialisation qu'on rencontre des co-délinquants potentiels. Par exemple, la délinquance de rue ou une délinquance plus organisée traditionnelle nécessite une familiarité, une confiance, le bouche à oreille pour que vous établissiez vos credentials, la confiance vis-à-vis des gens avec qui vous allez travailler, alors que dans le domaine de la cyberdélinquance, c'est à travers les forums, à travers l'accumulation de points de réputation, mais sans forcément connaître les personnes que vous allez acquérir de l'expertise. Ce qui différencie aussi les délinquants des cyberdélinquants, c'est que dans le monde cyber, il n'y a pas forcément le recours à la violence qui va permettre de faire respecter certaines règles ou de faire respecter les termes d'une entente criminelle, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de défection, de trahison dans le monde cybercriminel que dans le monde de la délinquance plus classique, physique, on va dire. Mais ceci dit, il y a de plus en plus également, on observe de plus en plus de recouvrement et de collaboration. Si vous faites du carding, par exemple, il vous faut des mules qui vont retirer de l'argent, et donc il faut que vous ayez des gens sur le terrain, et en général, c'est en s'alliant à des groupes criminels locaux que vous allez pouvoir recruter ou c'est à certaines familles criminelles locales que vous allez recruter certains de ces individus. On observe, moi j'ai des collègues hollandais, néerlandais, qui commencent à voir qu'il y a des ententes tacites qui peuvent exister entre des réseaux criminels traditionnels et des réseaux cybercriminels. Il y a de l'expertise qui peut s'acquérir aussi, il y a de la diversification. Les trafiquants de drogue, ils voient bien maintenant que c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins risqué de se lancer dans la cyberfraude que de persister dans le trafic de drogue, dans lesquels les risques de concurrence et d'arrestation sont beaucoup plus élevés. Donc on voit aussi qu'il y a toute une réflexion chez les délinquants traditionnels pour savoir s'il ne serait pas peut-être temps de migrer vers des formes de délinquance plus numériques ou cyber. On sait que dans le milieu délinquant, il y a certaines personnes qui font partie des forces de l'ordre, qui sont tentées d'être sur une ligne grise ou de jouer un double jeu. On a des cas avérés là-dessus. Est-ce que on a des choses comme ça qui auraient été trouvées dans la cyberdélinquance, c'est-à-dire des gens qui un jour poursuivraient des pirates, on va dire, et qui le lendemain seraient eux aussi des pirates. Est-ce qu'il y a des cas avérés? Pas forcément de gens qui deviennent des pirates, mais un ou deux cas intéressants s'étaient produits aux États-Unis, où les gens les policiers, je pense que c'était la DEA ou ATF, qui démantelaient des marchés des crypto-marchés. En fait, c'était emparé des crypto-monnaies, des individus qu'ils avaient arrêtés. Et c'était quelques dizaines de millions de dollars là, sur les clés USB, quand les gens les stockaient sur leurs clés USB. Et lors des perquisitions, ils s'étaient emparés de quelques clés USB, ils les avaient gardées, puis ils avaient essayé de les revendre. Et ils s'étaient fait arrêter immédiatement. Mais c'est le seul cas, moi... Ça a été le cas pour Silk Road. Exact. À l'arrestation de Silk Road, des policiers justement avaient récupéré des crypto-monnaies et avaient essayé ensuite de les revendre et se sont fait attraper. Plus proche de nous, mais tu connais peut-être pas cette histoire. Il y a des gens qui ont essayé de négocier et qui pouvaient faire partie potentiellement des deux côtés
de la bande. Ben Il y a un cas qui est passé en justice où un consultant envoyé par une entreprise très prestigieuse sur une affaire de ransomware s'est retrouvé, en fait, depuis la salle de réunion, à rajouter une petite marge sur le montant de la rançon qui a été payé. Alors, on ne va pas citer le nom de l'entreprise parce qu'elle est extrêmement connue, mais c'est un cas qui a été jugé et la presse a repris les arrêtés du jugement. Jamila, tu voulais évoquer un point où des aspects cyber passent dans la violence s'exprime aussi dans le domaine physique. Alors oui, tout à fait, sur cet aspect de la violence, est-ce qu'on entend, juste pour revenir sur votre réponse précédente, est-ce qu'on entend violence en tant que vraiment atteinte à l'intégrité physique ou violence en tant que pression? Parce que est-ce qu'on ne pourrait pas, si c'était le cas, considérer que tous les systèmes de notation, les systèmes de réputation du coup que l'on trouve sur les forums cybercriminels, etc., participent quand même d'une forme de pression entre les différents protagonistes de l'écosystème cybercriminel. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est justement sur ce phénomène, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de breaking, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là. Oui, alors sur les systèmes de réputation et de notation, en fait, moi je les ai étudiés depuis quelques années et malheureusement, ils sont bien moins efficaces dans les forums cybercriminels qu'ils ne le sont sur eBay ou sur Amazon pour essayer de... Même d'ailleurs sur eBay et sur Amazon, ils sont assez faciles à manipuler. Mais finalement, il n'y a rien de plus facile que de se constituer un nouveau profil et de repartir à zéro sur ces marchés clandestins quand on reçoit des... mauvais scores de réputation, et même quand on en reçoit des mauvais, on se rend compte, y compris dans les forums très exclusifs. J'ai étudié Darkcode par exemple, et les gens qui avaient des scores de réputation désastreux continuent à faire des affaires, et ça ne dissuade pas toujours des têtes brûlées de continuer, de penser qu'ils sont plus intelligents qu'eux, et puis d'essayer de continuer à transiger avec eux. Et alors le phénomène de breaking, ça c'est fascinant parce que c'est justement, ça viendrait infirmer ce qu'on pensait, c'est-à-dire on pensait que dans le monde cybercriminel, tout était dématérialisé, puis finalement ça serait très facile de trahir ses co-délinquants, mais Brian Krebs a publié il y a quelques jours un billet là, sur son blog dans lequel il indique qu'il y aurait une tendance avec je pense que c'est sur la plateforme Signal, des forums de discussion de SIM Swapper, donc des gens qui sont spécialisés dans le changement de carte SIM pour prendre le contrôle de comptes, notamment de crypto-monnaies, et qui s'offrirait des contrats pour aller jeter des cocktails Molotov à travers les fenêtres des domiciles de compétiteurs. Alors c'est à peu près $3000, je pense, le lancer de cocktails Molotov ou d'une brique au domicile de quelqu'un avec qui on a un conflit. Et c'est intéressant parce que ça indique que justement les profits commencent à devenir suffisamment intéressants pour que des gens puissent offrir des contrats à des sous-traitants pour aller exercer une pression, des menaces, une pression physique ou peut-être des destructions matérielles. Et donc là, on commence à se rapprocher du crime traditionnel dans lequel, si on ne rembourse pas son grossiste, peut-être qu'on va se faire casser une jambe ou peut-être qu'on va recevoir une photo de nos enfants à la sortie de l'école en disant qu'il serait temps de rembourser la dette. Et donc, on voit qu'il commence à y avoir tout un marché aussi sur cette violence physique. Puis, anecdotiquement, il y a quelques années, dans le monde des botnets, il y avait eu une ou deux prises d'otages de gens là, qui étaient des opérateurs de botnets et dont les compétiteurs les avaient fait enlever pour les effrayer un petit peu. C'était en Turquie, si je me rappelle bien. Donc, il y avait aussi l'histoire légendaire de Spam House où le gars a retrouvé sa fille dans un bordel au Turkménistan 5 ans après qu'elle ait été kidnappée. Donc celle-là je la connaissais pas, mais toujours intéressante. Et puis il y a aussi le swatting, aussi le cas de swatting, ça c'est un véritable phénomène de violence dans lequel, particulièrement aux États-Unis, mais je pense qu'il y a eu des cas ailleurs aussi dans lesquels les gens font des faux appels à la police d'urgence prétendant qu'il y a des attaques en cours ou des coups de feu tirés, qui fait que la police envoie des équipes tactiques de l'équivalent du RAID ou du GIGN au domicile de personnes, et sachant qu'aux États-Unis, les armes à feu sont tellement répandues que
les interventions policières, en général, se font de façon expéditive. On tire d'abord, on pose les questions après. Et donc là aussi, c'est une véritable manifestation, un usage de la violence. Donc, c'est en train de changer. C'est pas, de toute façon, c'est une évolution continuelle et c'est difficile de trouver des interruptions ou des phases qui commencent et qui se terminent parce que c'est un monde, un écosystème. Moi, je l'apparente à un écosystème dans lequel les interactions sont continues et la coévolution est permanente. En fait, c'est marrant, ça me fait penser à un film, parce que je ne sais plus avec qui j'en ai parlé très récemment, je crois que ça s'appelait Opération Espadon. C'est un film avec Travolta, un truc d'action. Oui, merci Jean-Philippe. Et en fait, dans ce film, à un moment, il y a un espèce de gars qu'une mafia capture pour lui faire des trucs horribles via un ordinateur. Ok, enfin, je vais le dire en mots d'avocat. Et à un moment, pour que le gars agisse au nom de cette mafia, on lui fait de la pression physique, ils enlèvent sa fille. Il me semble qu'il y a toute une histoire dans ce film. Je me souviens un peu vaguement du scénario, mais il y avait ce mélange d'opérations. C'était une opération offensive criminelle, hein, enfin délinquante, machin. Et derrière, il y avait la pression physique sur ce type qui avait des compétences tout à fait particulières pour arriver aux fins souhaitées par les délinquants. Le méchant Travolta en l'espèce. Il me semble. Hein. Oui, je pense effectivement que c'était le scénario. Et ceci dit, encore une fois, je pense que sur ces marchés, il y a tellement de gens qui sont prêts à vendre tellement de services pour des prix tellement bas que je ne suis pas certain qu'on a besoin de kidnapper qui que ce soit maintenant. On va toujours trouver quelqu'un probablement qui sera capable de rendre le service ou d'offrir l'expertise. Moyennant évidemment espèces sonnantes et trébuchantes. Mais c'est clair que il va y avoir de la compétition, les gens vont se marcher sur les pieds, et donc il va y avoir certainement de la friction, on va dire, sur ce type de marché qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Jamila. Alors juste, quel est votre avis sur les évolutions possibles, même si ça fait un peu boule de cristal, et surtout sur nous, ce qu'on peut faire côté cyberdéfense? Est-ce que les takedowns d'infrastructures, c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce qu'il y a d'autres options pour limiter soit l'impact, soit l'évolution croissante du phénomène? Quel est votre avis sur ces aspects un peu prospectifs, quoi? Moi, sur la prospective, je pense d'abord que ça va évoluer de façon très très lente. Parce qu'il y a tellement d'opportunités existantes avec des niveaux de sécurité qui sont tellement bas qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des grandes innovations pour continuer à générer énormément de profits. Donc, et la manière de toute façon dont ils les génèrent aujourd'hui, même les rançongiciels les plus sophistiqués, la manière dont ils rentrent dans les entreprises, c'est très souvent d'une manière extrêmement simple, encore, de la même manière qu'ils rentraient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc je pense que l'évolution, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit révolutionnaire, ça va être une évolution lente de leur perspective à eux. Alors ce que peuvent faire les défenseurs, c'est peut-être travailler justement sur ces manières assez peu sophistiquées de s'introduire dans les systèmes pour essayer de continuer encore et toujours à sensibiliser les entreprises. Travailler aussi sur on a parlé la dernière fois que je suis venu dans ce podcast de la cyber-résilience. C'est pas très sexy, c'est pas du deep tech, c'est pas des choses très compliquées. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de choses de base, mais malheureusement, je pense que c'est là-dedans qu'il faut continuer à investir énormément. Et puis, en ce qui concerne les takedowns et le démantèlement, moi, je pense qu'effectivement, de continuer à se focaliser sur les quelques acteurs qui sont les plus prolifiques. La bonne vieille loi de Pareto, hein, les 20% d'acteurs qui sont responsables de 80% des attaques et des réussites et des dommages, je pense que ça peut être payant et donc d'y aller de façon stratégique. Donc pour les services de police, peut-être d'arrêter de s'éparpiller vers les attaquants les plus accessibles et les moins sophistiqués, et puis peut-être de passer plus de temps sur des opérations de plus longue haleine, mais qui vont démanteler des réseaux pas mal plus sophistiqués. Donc je pense que Europol a des stratégies intéressantes là-dessus, et ils ont quand même des opérations intéressantes avec des résultats intéressants, mais probablement essayer d'imaginer comment on pourrait améliorer cette efficacité, cet impact à plus grande échelle. Et le rôle, pour terminer sur ce point, le rôle des
des entités privées. On a vu justement effectivement Europol, des LAI globalement qui sont impliqués forcément dans les takedowns et des partenaires privés. Le rôle, est-ce qu'il est pertinent de votre point de vue? Est-ce qu'il est amené à évoluer? Pas tellement. Ben moi, je pense que les partenaires privés, ils jouent un rôle central parce que quelques grandes entreprises du numérique ou des télécommunications ont une visibilité sur 90 à 95% de tout ce qui se passe en ligne. Alors, il y a peut-être 10 entreprises qu'on ne nommera pas, mais que tout le monde connaît, qui ont une visibilité incroyable. Et certaines d'entre elles déploient des ressources, mais elles le déploient quand ça les arrange ou pour répondre à des besoins bien spécifiques, et d'autres en font peut-être moins, ou elles en font beaucoup, mais on ne le sait pas. Et donc, je pense qu'il y a probablement de la part des autorités régulatrices ou des États des questions à poser, des résultats ou des attentes à formuler, avec plus de pression à exercer certainement. Ce qui est assez frappant de constater, c'est qu'en fait, quand on parle de professionnalisation, bon, on a évacué le sujet au début de cet épisode, mais d'un côté, on a les États où on voit qu'il y a des actions offensives ou défensives qui sont quand même assez professionnels, puisqu'ils ont les moyens de gérer des équipes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, ça me paraît moi assez clair, les États se focalisent sur les menaces étatiques de leur côté. Donc on voit que la réponse de l'autre côté des autorités judiciaires, notamment, sont extrêmement démunies, bon, bien sûr contre les attaques étatiques, parce que ça, c'est pas le rôle de la justice d'agir là-dessus. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste le privé, pour essayer de lutter contre ce phénomène de délinquance, j'allais dire généralisée, non, puisqu'on a vu qu'en fait c'était un très petit nombre d'acteurs. Et comment est-ce qu'on fait pour les stopper eux? La justice, manifestement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a quelques exceptions où on arrive à démanteler des groupes, mais sinon, qu'est-ce qui peut agir, j'allais dire, techniquement contre ces délinquants? À part le privé, je vois pas. Effectivement, le privé a une capacité d'action importante, mais si on laisse aussi au privé la seule responsabilité de définir selon quels paramètres il va agir, on a un problème. Donc c'est véritablement entre cette collaboration entre le privé et quand même les agences, les institutions gouvernementales qui pourront définir pour le bénéfice de qui on va faire quoi. Je pense que c'est cette réflexion-là qui est peut-être moins professionnalisée pour le coup et moins développée. Ce qui est important aussi, peut-être de mentionner, c'est que effectivement les États s'intéressent beaucoup aux attaques provenant d'autres États. De plus en plus, ils s'intéressent également aux attaques qui ciblent les infrastructures critiques. Mais les grands absents, c'est les attaques qui frappent les individus, les petites victimes, les victimes de fraude amoureuse ou les PME victimes de fraude au président. Et alors là, c'est beaucoup plus parcellaire ou fragmentaire l'aide ou l'assistance dont peuvent espérer bénéficier ces victimes. En France, il y a quand même cybermalveillance.gouv.fr qui assiste toute cette population. Merci JP pour cette précision. Benoît, tu voudrais apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que finalement, on se rend compte à tous échanger qu'il y a encore énormément de zones d'ombre dans ce monde qui est par ailleurs fascinant, qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises à droite et à gauche par des groupes publics, privés, parapublics. On vient de citer cybermalveillance par exemple, mais que finalement on en sait encore assez peu sur les effets, les conséquences, les impacts, les succès, au contraire des fois les efforts considérables qui sont investis avec des résultats assez décevants. Et donc il y a toute une science ou une recherche ou une mesure des préjudices, des dommages et puis de l'efficacité de ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour lutter contre cette professionnalisation qu'il nous reste à développer finalement. Bon, on va croiser les doigts pour que ça vienne vite. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.